Au commencement, Taharoa, le Dieu créateur, sortit de sa coquille, semblable à un œuf. Il fit apparaître le ciel et la mer dans le creux de sa main. Puis, il prit une partie de sa coquille brisée pour créer la roche et la terre de l'univers. Ainsi naquit Tahiti, un monde où terre et mer s'épanouissent en parfaite harmonie. Aujourd'hui, la légende demeure, soutenue par les lagons bleus turquoise d'un continent vaste comme l'Europe. Derrière l'incroyable beauté de ces paysages, la Polynésie française recèle un trésor naturel unique au monde, qui marque l'identité de tout un territoire. On dit qu'on ne la choisit pas, mais que c'est elle qui vous choisit. Elle, c'est la perle noire, Poerava en tahitien. Mais si cet emblème national est connu de tous, son origine, son histoire et son potentiel restent secrets. Découvrons comment sont produites et vendues les perles. Il y a des perles sur lesquelles on vibre et on ne sait pas à qui on va les vendre, on ne sait pas à qui on va, mais on les aime et on les achète. Des ressources naturelles aujourd'hui menacées. Tu ne peux pas faire des belles perles avec des nacres de mauvaise qualité dans un lagon qui n'est pas sain. Quels progrès sont envisagés pour développer son marché? Tout l'avenir de la filière repose sur ce collier. Plongeons au cœur de la perliculture polynésienne pour comprendre comment, derrière sa renommée, la perle noire de Tahiti reste un véritable miracle. C'est juste un cadeau, quoi. C'est quelque chose d'entièrement naturel et on n'a pas les moyens et les capacités de décider au départ de la qualité, de la couleur qu'elle aura. Alors, de l'œuvre des dieux à celle des hommes, voici l'histoire de la perle noire de Tahiti. En Polynésie, l'élevage de l'huître à lèvres noires date de 60 ans seulement. Une culture très récente que Maeva a appris dès son enfance. La jeune femme travaille dans la ferme perlière familiale fondée il y a 30 ans par ses parents. J'ai fait des études en Australie, puis après il y avait besoin de moi ici, du coup j'ai sauté sur l'occasion, je suis venue. Mais c'est vrai que j'avais toujours l'envie de revenir ici. C'est un beau cadre et on fait un beau métier. La ferme perlière Champon est une petite structure qui compte seulement 3 employés. Ici, il y a Tetari qui s'occupe de préparer les huîtres avant qu'elles soient greffées. Donc il va les nettoyer, enlever tous les parasites qui peuvent pousser dessus. Et ensuite, il va les entrouvrir légèrement pour que ce soit plus facile pour le greffeur. Donc le greffeur, il est là. C'est Yo, donc il travaille avec nous depuis 17 ans. Il nous a appris beaucoup de choses sur la perliculture. Et donc aujourd'hui, il récolte. C'est-à-dire qu'il va sortir les perles qui ont été greffées il y a 1 an et demi. Et si elles sont belles, il va les surgreffer. Donc réessayer de faire une autre perle avec la même huître. À l'origine, tout vient d'un accident de la nature. Quand un grain de sable s'introduit dans une huître, le mollusque, pour se défendre, crée une enveloppe de nacre autour du corps étranger. C'est ainsi que naît la perle. Depuis qu'il l'a découvert, l'homme s'est inspiré de ce processus pour inventer la greffe. Cette manipulation a été mise au point au Japon au début du XXe siècle. Elle consiste à introduire dans la poche perlière de l'huître, à la place du fameux grain de sable, un nucléus, c'est-à-dire une petite boule blanche en coquillage. À cela est ajouté un greffon. Donc le greffon, c'est une partie du manteau qui est ici. Le manteau, sa fonction, c'est de sécréter de la nacre. Donc on va prendre ces cellules de manteau et le but, c'est que celles-ci, elles sécrètent de la nacre autour de la bille qui a été introduite aussi à l'intérieur de la poche.
Le greffeur, il fait ça avec l'huître qui est légèrement ouverte. Ça ne va pas être plus ouvert que ça, donc à peu près un doigt. Il fait ça comme ça parce que si on ouvre plus, le muscle qui est là risque de se déchirer et là, ça risque de tuer l'animal. 1 an et demi plus tard, l'enveloppe de nacre qui se formera autour du nucléus deviendra peut-être une perle, si la greffe prend. En moyenne, seulement 1 huître sur 3 fera don d'une perle. Et derrière, il y a Maniana qui s'occupe, elle, de récupérer les huîtres une fois qu'elles ont été surgreffées. Donc pour ça, elle va les mettre dans des poches de rétention, donc des filets avec une maille assez fine. Et si le nucléus qui a été introduit à l'intérieur de l'huître est rejeté, il va être maintenu dans le filet de rétention. Et au bout d'1 mois et demi, on saura donc si l'huître va nous donner une perle ou pas. Avant d'obtenir une perle avec une huître, il faut attendre presque 5 ans. C'est beaucoup de patience, la perliculture. Donc c'est mon frère qui s'occupe plus de la production. Donc il gère le planning et tout le stock d'huîtres qu'on a sur notre ferme. Maëva travaille dans la ferme aux côtés de son frère Émeric et de leur mère. Aujourd'hui, leur ferme est une étape appréciée des touristes de passage. Paola, la fiancée d'Émeric, est chargée de la visite. On a des bouées qui sont dans l'eau, qui tiennent des lignes. On va rapporter tous les 3 à 4 mois nos huîtres ici, dans ces lignes-là, pour qu'elles soient nettoyées naturellement par les petits poissons. Ça dure à peu près 4 jours maximum pour le nettoyage par les petits poissons. Mais par contre, avant, on les nettoyait à l'eau surpressée, au cachet. Donc on les nettoyait avec ça et du coup ça stressait trop l'huître, on avait trop de pertes d'huîtres, on avait trop d'huîtres qui étaient stressées et qui rejetaient le nucléus. Depuis à peu près 3 à 4 ans, on a trouvé ce nouveau système de nettoyage et ça marche parfaitement bien. Dans ce petit élevage de 20 hectares, la famille a su trouver un bon équilibre loin de l'agitation de la capitale. C'est pourtant à Papeete que les plus grosses quantités de perles transitent. Ici, les 1 500 000 perles produites chaque année dans l'archipel sont une source d'inspiration inépuisable pour les joailliers et les designers locaux. Dans la boutique très huppée du joaillier Frédéric Missire, la perle côtoie l'or et les pierres précieuses. J'essaie de faire un petit peu quelque chose de moderne et de minimaliste. Ça arriver à trouver des volumes assez intéressants tout en travaillant dans la finesse. Ouais, c'est pas évident, mais j'essaie de mélanger les couleurs des perles parce qu'en fait la perle de Tahiti elle est tout sauf noire. Hein. Donc là on a une pamplemousse, on a une bleue, on a une foncée un peu violette, on a une peacock. Ce qu'on appelle une peacock, c'est vert un peu aubergine. Le tombé du collier va forcément être très joli parce que ça prend la forme du cou et ça va être sympa. Voilà. Quand je suis arrivé en 83 en Polynésie, j'ai vraiment découvert tout le monde féerique de la perle et ça a été quelque chose qui a provoqué en moi une passion qui est toujours la même après toutes ces années. C'est magique, quoi. On ne peut pas se passer de ça, on ne peut pas se lasser de ça. On ne peut être qu'ébloui au quotidien. Voilà. Frédéric Missire a fait ses armes parmi les plus grands joailliers de la place Vendôme. Pourtant, il puise son inspiration ici, directement dans les îles.
Moi qui suis un méditerranéen, j'ai toujours été passionné par les fonds marins et tout ce qu'on peut y trouver. Il ne faut pas oublier que la perle vient de la mer et créée par l'environnement maritime. Et, c'est juste un cadeau, quoi. J'aime bien l'esprit, le sentiment de savoir que c'est quelque chose d'entièrement naturel et qu'on n'a pas les moyens et les capacités de décider au départ de la qualité, de la couleur qu'elle aura. Symbole de la pureté, de la sagesse et de la foi autrefois réservée à la royauté, la perle reste un produit de luxe qui fait aussi la joie des stylistes comme Rereata. Passionnée par la perle depuis toujours, cette ancienne professeure de français reconvertie dans la création de bijoux a inventé un gilet en perles qui lui a permis d'intégrer le milieu très fermé de la mode. Alors ça, c'est une pièce que j'ai imaginée suite à un projet de festival, en fait. Et avant d'y aller, je regardais les photos des femmes qui allaient. Elles avaient beaucoup de ce type de vêtements, du métal, du cuir, assez dénudé. Et du coup, j'imaginais quelque chose pour moi. Et l'idée des perles m'est venue par la suite. Celui-là, il nous a pris 200 heures. Il y a des réglages, c'est très long. Je ne suis pas seule parce que j'ai mon atelier et on crée ensemble. Et j'ai une très très bonne équipe avec moi. C'est très important parce qu'on le fait avec le cœur. Je suis fière d'être à l'origine d'un produit tel que celui-ci. La perle, c'est nous, hein. C'est la Polynésie française, les Tuamotu, Tahiti. On adore la perle ici. Tout le monde a un collier de perles et je trouve qu'il embellit et donne l'énergie aussi. On sent le mana de la mer dans les perles, franchement. Car le mana, l'esprit de la mer, guide la vie des Tahitiens. Celui de Rereata est tout tourné vers ce bijou précieux. Ça se porte sur une robe. Je l'avais proposé pour le mariage d'une personnalité, mais il n'a pas pu être porté. Et du coup, je le porte moi. Voilà, et à chaque fois que je le mets, les gens viennent me parler, pas parce que c'est un objet de luxe, mais parce que pour le travail que ça représente, quoi. Même les bijoutiers qui habituellement s'en foutent un peu, ils viennent, ils me saluent. C'est vraiment génial. Depuis, Rereata enchaîne défilés et séances photos pour des magazines prestigieux. Aujourd'hui, elle a rendez-vous sur la pointe sud de Tahiti. Super. Ok, à 3. 1, 2, 3. Salut Myriam, ça va? C'est pour le magazine de vente à bord de notre compagnie locale, aérienne, qui vante un peu les beautés de Tahiti. Et là, ils font un article sur les bijoux. Donc, ils m'ont contactée. Je suis trop contente parce qu'en fait, ce collier a énormément de succès. Alors, ça me fait une jolie communication. Je suis très, très, très honorée de partager ce bijou. Il a un peu bougé. Il va falloir que je des réglages. Ouais, mais en fait, celui-là qui est plus près du corps, comme elle est très mince, je pense que celui-là va convenir. Parce que, à moins que je règle, il n'y a pas de souci. Hein. C'est quoi les perles toi bleues? qui vois. Ça, c'est des quartz. Comme ça, on est Finalement, protégé. le choix artistique se porte sur le gilet en perles grises. Je serre. Oui, tu vas pas t'étouffer. Elles sont tellement belles, les mannequins. Parce que moi, je vois rarement porter, en fait. Et je trouve que à chaque fois, ce bijou est différent en fonction des personnes qui le portent. Et là, elle a porté juste avec un petit haut couleur chair et ça mettait encore mieux le bijou en valeur. Je vois la queue de cheval et tout. C'est génial. On voit les baguettes, ouais. Redécolle tes cheveux comme tu faisais tout à l'heure, là, voilà. Ça, c'est bien.
À voir ce bijou irisé scintiller de mille feux, on ne peut qu'être convaincu que la perle de Tahiti reste un miracle qui tient autant du hasard que de la science et en fait une gemme très recherchée. Trois fois par an se tient une vente aux enchères uniquement consacrée à ce joyau des mers. Cet événement très attendu est interdit au public. Loïc, l'un des plus importants négociants en perles de Tahiti, nous fait découvrir les coulisses de cette vente très confidentielle. Dans ces boîtes, 651 lots sont proposés à la vente. 145 000 perles attendent d'être évaluées. Celui-là, il est plus clair. Celui-là, il est dark ou pas? Il est plus foncé que le tien. Pour tenter de fixer le juste prix, Loïc est épaulé de 3 de ses collaborateurs. Beau, hein? Bleu-vert. Hein? Les gens aiment vraiment bien celui-là, tu vois, le bien vert. Même le bleu, c'est assez uniforme comme couleur. Mais si c'est bicolore, tu ne peux plus la mettre dans un collier, parce que quand tu vas la mettre dans un collier, elle va être bien d'un côté et pas bien de l'autre. Donc c'est problématique, quoi. Chacun d'entre eux a la mission d'expertiser une partie du lot avant de proposer leur prix. La base de notre métier, c'est le tri. Il faut être capable de mettre la perle dans la bonne case de classification. Si on se trompe, on peut la surévaluer, ou si dans le cas inverse, on peut la sous-évaluer. Et dans les deux cas, c'est pas bon. Sous-évaluer, on n'a pas le lot, ou le producteur ne reviendra plus nous voir. Surévaluer, on perdra de l'argent sur la revente et sur le travail, quoi. Le principal critère d'évaluation d'une perle, c'est sa forme. Une forme ronde aura plus de valeur qu'une forme avec une forme de poire ou une forme cerclée ou barrée. Le deuxième critère, c'est la qualité, c'est-à-dire les petits pics qu'il y a. Après, on va regarder la taille. Plus la perle est grosse et plus elle a une valeur. Et aussi la couleur, c'est-à-dire qu'il y a des perles de couleur verte, elles ont beaucoup plus de valeur qu'une perle de couleur grise ou blanche ou noire. C'est vraiment la couleur qui prédomine. Et il y a une donnée qui est très difficilement quantifiable, c'est ce qu'on appelle le lustre. Donc le lustre, c'est l'effet miroir. On peut dire, c'est un bon, il est moyen, il n'est pas bon, mais on ne peut pas avoir une évaluation assez précise. Ce qui fait que ça laisse des interprétations à beaucoup de gens. Donc, et les goûts sont tellement différents dans tous les pays qu'on arrive à avoir des grosses différences dans les expertises, quoi. Ouais, on peut mettre peut-être entre les deux, 5500. Okay. Je pense qu'on a une chance de l'avoir à ce prix-là. On sait qu'on a besoin de quand même pas mal de perles de couleurs. Malheureusement, on n'est pas les seuls. Les Japonais sont particulièrement friands de ces perles. Donc on est en compétition avec eux. On va mettre nos offres et on saura exactement qu'au dernier moment, quand il y aura les résultats, c'est-à-dire dimanche dans la nuit. Ça fait combien la perle? Tu as calculé? 3175, donc multiplié par 887, divisé par 131, on sera à 23 600 € pour ce lot-là. Chaque acheteur trouvera son lot en fonction de la nationalité de la clientèle visée. Les Américains rechercheront des perles multicolores. Les Européens, des perles plus blanches. Et pour les clients les plus fortunés, il existe aussi des perles d'exception qui peuvent atteindre 30 000 € pour les plus belles. Celle-là, elle est spéciale parce qu'elle est grosse. C'est une perle de 19 mm. Habituellement, les perles elles sont entre 8 et 10, 11 mm. À partir de 11 mm, ça devient plus rare. Là, on a une perle de 19 mm, c'est exceptionnel. C'est vraiment très très rare. En plus d'être très très grosse, elle a une couleur et un lustre qui est important. Plus la perle est grosse et plus souvent elle est terne. Celle-là, elle a du lustre, elle a un effet brillant, on se voit même à travers, puis elle a un bleu profond, quoi. Ça reste, donc ça veut dire que ça c'est une perle qui va finir chez un très grand bijoutier, c'est sûr. Hein.
C'est ici, au cœur de la capitale, que Loïc a créé son entreprise il y a presque 20 ans. Non, elles ont plus de lustre. Ouais. Bien, ça fait une belle gamme de couleurs. Oui. Oui, mais par contre, on a plus ciblé. Moi, je suis tombé amoureux de la perle. J'ai fait 30 ans, pendant 30 ans dans ma vie avec le surf. Et un jour, je suis passé du surf à la perle, quoi. Donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir, mais du jour au lendemain, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait, qui me passionnait. Et ce qui est assez incroyable, c'est que quand je l'ai démarré, j'espérais juste gagner de quoi vivre et puis de quoi avoir un salaire convenable et intéressant. Mais c'est un peu comme si on tirait une ficelle, on tire, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Et puis j'ai avancé, et puis aujourd'hui on est 23, je travaille avec des gens depuis plus de 12 ans, 13 ans, et c'est super, quoi. C'est une vraie aventure. Donc voilà, ici c'est là qu'on fait le tri, donc c'est divisé en deux parties. Ici c'est vraiment, à droite c'est le tri, et sur la gauche c'est plus la valorisation, donc c'est tout ce qui est collier, tout ce qui est bijoux. Donc on a donc ici Tamatoa qui est le responsable du tri. Donc toutes les perles qui sont achetées dans cette société, elles passent par lui et elles sont triées avec tout le monde. Et c'est lui qui vérifie le tri et qui valide une fois que les achats sont faits, qu'on ne se soit pas trompé sur la qualité de nos achats. On a un stock qui varie entre 1 million et 1 300 000 perles. Notre stock, il est rangé en forme, en qualité, en taille et en couleur. Notre grande force, c'est ça. Ce qui fait que le jour où on a un client qui nous dit voilà, j'ai besoin de perles rondes A, bleu foncé, entre 8 et 8,8 mm, et j'en ai besoin de 3000, a priori on les a. Si la perle de Tahiti est demandée dans le monde entier, la Polynésie ne parvient cependant pas encore à profiter pleinement du potentiel de ses richesses naturelles. Une grande partie de nos perles à Tahiti, elles partent en perles brutes. Qu'est-ce qui se passe? On les vend à des Japonais qui partent au Japon, qui les travaillent et qui les réexportent partout dans le monde. Donc on est toujours dans un système de pays sous-développés qui a une matière première de très haute qualité et qui vend sa matière première pour qu'elle soit transformée ailleurs et commercialisée ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est arriver à ce que notre produit qui est fabriqué à Tahiti, il soit transformé à Tahiti. Loïc a déjà commencé à former ses employés à la création de bijoux. Si la Polynésie parvenait à travailler la perle de A à Z, l'archipel pourrait générer 2 à 3 fois plus d'emplois dans le secteur. Un boom économique et une belle manière de s'approprier ce trésor national. La famille Champon l'a bien compris, en travaillant la perle de la production jusqu'à la vente de bijoux. On a agrandi la maison pour exposer les perles, pour montrer aux gens comment d'abord est-ce qu'on les classifie et ensuite on fait des bijoux dans cette salle et on les vend ici. Tiens, regarde comme elles sont belles, mais pas tout à fait rondes. C'est beau, non? On les réserve? Fais comme tu veux. Maëva, peux-tu me donner le prix? Auparavant, l'île comptait 3 fermes perlières. Aujourd'hui, seule la ferme Champon subsiste grâce à son modèle commercial. On a un grand choix parce qu'on a récolté depuis 3 mois, du coup on a beaucoup de perles en stock et on peut faire de beaux bijoux. Beaucoup de variétés, comme sur ce collier par exemple. On voit bien toutes les couleurs, les aubergines, les verts, quelques jaunes, les rosés. Au départ on ne comptait pas du tout les vendre directement. On vendait aux ventes aux enchères, aux grossistes. Et du coup, on s'est dit, bon, on va essayer de vendre
nous-mêmes. Peut-être des moins grosses quantités, mais on a essayé de bien les mettre en valeur, nos plus belles perles. Du coup, c'est là qu'on a commencé à faire quelques bijoux. Et ça se passe bien, chacun a trouvé sa place dans l'entreprise. Et ça nous plaît, oui, de faire la chaîne de A à Z. Les perles, plus on les regarde, plus on les aime. Oui. La perle recèle bien d'autres trésors. Ici, sur la pointe ouest de l'île de Tahiti, se cache le secret du monoï, l'huile sacrée des Polynésiens. Ce baume aux reflets dorés nourrit et parfume le corps et les cheveux des Tahitiens depuis la nuit des temps. Tetao Tiare est la gardienne de sa fabrication. Elle a appris les gestes ancestraux de la recette auprès de sa grand-mère et de ses tantes. J'ai besoin de 2 cocos, hein. Avec son mari Nick, elle a ainsi créé une entreprise artisanale dans un savant mélange de tradition et de modernité. Le monoï de Tetao Tiare a gagné sa réputation grâce à un ingrédient surprenant qu'elle rajoute dans l'huile, la perle noire de Tahiti. Daisy est en train de remplir les flacons de Monoï avec la perle et le Monoï qu'on a préparé. Et ensuite, les bouteilles seront étiquetées et livrées. Et, voilà, notre cadre de travail, on reste proche de la nature. On a une vue à 180 degrés sur le lagon, sur l'océan. On est bien. Tetao Tiare a choisi de mêler les trésors de l'océan à ceux de la terre pour fabriquer un monoï inédit et bio, transformé à la main. C'est une recette qui est dans ma famille depuis des générations. Et on se la transmet. Donc les ingrédients de base sont le coco fraîchement râpé, les boutons de Tiare Tahiti qu'on a cueillis très tôt ce matin et les perles. Là, je rajoute les perles dès le départ pour qu'elles fassent connaissance avec les fleurs et le coco. Très souvent, on me pose la question, mais les perles, pourquoi tu mets des perles dans le monoï et tout? Dans ma famille, on a toujours mis des perles. À l'époque des arrière-grand-mères, des arrière-grand-tantes, les perles étaient écrasées, elles étaient broyées. C'était des perles naturelles. Aujourd'hui, les perles sont de culture, donc je ne vais plus les broyer, mais simplement les mettre aussi à infuser dans mon mélange. Formées de concrétions de calcium, les perles de Tahiti sont en effet reconnues pour leurs propriétés anti-âge. On utilise déjà la perle pour ses propriétés anti-âge, au niveau donc, de la perle, au niveau de la nacre, avec ses oligo-éléments, son calcium, son aragonite, qui ont des vertus que nos ancêtres, nos tupuna connaissaient déjà. C'est ça qui est fabuleux. Ils le connaissaient déjà, mais maintenant, on arrive à le prouver par les tests en laboratoire, avec les chromatos. Mais nos ancêtres, ils les connaissaient déjà. Dans la recette, le fait de mettre la main, ça permet de tout de suite avoir le contact avec les ingrédients, d'avoir le contact avec la nature. Et c'est aussi, il y a un échange, je
il y a un ingrédient qui est aussi important mais qu'on ne voit pas, c'est le mana. C'est ce que moi, en tant que personne, je vais mettre à l'intérieur de mon mélange. Donc là, c'est vraiment la prise de contact. Et donc, quand je sens, là, c'est entre les mains et ensuite les parfums qui se dégagent, je sens tout de suite que le Moneuil va être merveilleux. Maintenant, je vais mettre tout ça à sécher au soleil. Donc, ça va être pendant quelques semaines où je le mets le matin et je le rentre quand le soleil commence à se coucher. Il faudra attendre 6 semaines pour que le mélange soit prêt à être filtré. Donc voilà, tu vois, là, c'est le coco et tout. On voit qu'il a bien rendu. Il est prêt. Depuis 1992, le Moneuil est le seul produit de Polynésie protégé par une appellation d'origine contrôlée. Alex, ça va? Tu m'amènes des perles? Allez, venez les copains. Bon, montre-moi ça. Alex est perliculteur au Tuamotu. Et ta récolte, ça va, t'es content? Oui, c'est juste le prix après. Ah. Ça va être dur. Ouais. Il y a quelques années, ce fidèle client a perdu l'intégralité de sa récolte. Une analyse. Il faisait chaud, hein? Il Je faisait me souviens. hyper chaud, très peu de pluie, très peu de vent, voilà. On est dans le réchauffement climatique. Ça a été difficile, hein? C'est comment on dit, la traversée du désert de Jésus, c'était rien à côté. Alex, il revient de loin, hein, parce qu'il c'était commencé à 2 ans, 3 ans? 4 ans? On avait depuis 2000, on va dire les récoltes de 2015, comme ont bien chuté en couleur. C'était devenu gris, piqué, noir, et Loïc avait du mal à les acheter. Nous, on n'est pas au pays des bisounours, hein. Quand les perles sont pas jolies, ben, on ne peut pas lui payer le prix des perles qui sont jolies, quoi. Quand les perles sont belles, on est très content de pouvoir lui payer un prix de belles perles, hein. Mais on va payer vraiment ce qu'on va trouver dedans, hein. Depuis presque 1 an et demi. Hein. Ouais, ça commence à revenir. Depuis 1 an et demi, on a vu la qualité de ces récoltes s'améliorer. Et là, aujourd'hui, ben, c'est probablement sa meilleure récolte, une de ses meilleures récoltes. Depuis longtemps, depuis très longtemps. C'est quand tu vois que le lagon s'améliore, ben, automatiquement les pelles deviennent de meilleure qualité. Tu ne peux pas faire des belles pelles avec des nacs de mauvaise qualité dans un lagon qui n'est pas sain. Pollution et dérèglements climatiques sont effectivement les pires ennemis de l'huître perlière. Des obstacles majeurs pour Chine qui, depuis plus de 10 ans, n'a qu'un objectif, trouver la perle parfaite. Cet homme est chercheur en génétique. Il sait que pour préserver le trésor national de la perle, il faut avant tout contrôler son environnement. On essaye sur certains sites de vraiment décortiquer ces facteurs physico-chimiques qui peuvent influencer la qualité des perles de production. Alors ça, c'est une sonde multiparamétrique. Elle nous sert clairement sur ce site-là, à cet endroit de l'atoll, de mesurer de façon automatisée la température, le pH de l'eau, la charge en chlorophylle A, tous ces éléments physico-chimiques qui vont permettre de relier cela à la qualité des perles d'une expérimentation qui est en cours de culture juste à côté. L'aventure de la perle idéale ne fait que commencer. C'est au centre de recherche de l'Ifremer
qu'il espère participer à sa création. Son but est d'élever une huître perlière aux qualités exceptionnelles, capable à la fois de résister aux caprices de la météo, tout en donnant des perles de très bonne qualité. Alors ici, il y a toute une batterie d'expérimentations que l'on peut mener, notamment dans le cadre du changement climatique, où en fait, dans des bassins à milieu très contrôlés, en matière de température, de nourrissage, on va appliquer en fait des températures soit stressantes et bien sûr de contrôle pour regarder comment l'huître perlière, ce lot d'huîtres perlières va répondre à ces augmentations ponctuelles de température. Avec son équipe, Shin s'est lancé un incroyable défi, faire naître les premières huîtres perlières éprouvettes. Après de nombreux essais, ils sont les seuls à maîtriser toutes les étapes de l'élevage de ce mollusque. Dans cette première salle, le chercheur cultive des algues pour nourrir les bébés huîtres nés en laboratoire. Alors ici, on est dans la salle d'élevage larvaire. Dans ces cuves-là sont élevées des millions et des millions d'huîtres perlières. Dans ce cas particulier, elles sont âgées entre 2 et 3 semaines. Les microalgues qui ont été produits dans notre laboratoire précédemment sont placés dans cette cuve-là. Et la pompe permet en fait de les alimenter de façon continue, 24 heures sur 24. Donc les larves ici, elles restent à peu près 3 à 4 semaines dans cette salle d'élevage larvaire. Ensuite, on va les migrer dans une salle que l'on appelle une salle de micro-nurserie, où elles vont vraiment être encore choyées pendant 3 ou 4 semaines avant de retrouver le milieu naturel. Dans la main du chercheur, l'huître, âgée de quelques semaines, commence enfin à prendre forme. Son travail constitue un enjeu pour l'avenir de la perliculture polynésienne, deuxième source de revenus de l'archipel, juste derrière le tourisme. Shin est le premier à avoir établi un lien entre la couleur de la coquille de l'huître et celle des futures perles de culture. Dans le processus de sélection génétique, on s'intéresse particulièrement à l'huître donneuse de greffon. C'est elle qui transmet, on sait, majoritairement la coloration de la perle. Et là, typiquement, un exemple vraiment emblématique, c'est l'huître perlière albinos, qui se trouve de façon à fréquence très faible dans la nature. Et tout l'enjeu, c'était de trouver des mâles et des femelles pour en faire des reproducteurs, clairement, et de les propager en écloserie. Alors aujourd'hui, on a plusieurs milliers d'individus qui peuvent, a priori, venir même concurrencer les espèces actuellement en place sur le marché international. Sélectionnées, triées, élevées comme des championnes, ces huîtres nouvelle génération seront ensuite distribuées gratuitement dans certaines exploitations locales pour lutter contre la concurrence étrangère, notamment japonaise. Mais la mission de Shin ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, le chercheur en génétique part à la rencontre des fermes perlières partenaires pour un premier bilan. Aujourd'hui, direction les Tuamotu Nord, situé à peu près à 1 heure de vol de Tahiti. Direction 2 atolls qui sont de très gros producteurs de perles de culture. Ce sont les atolls d'Arutua et d'Apataki. Voilà, on va y aller. On va vérifier donc la bonne croissance des huîtres perlières, échanger avec les producteurs pour pouvoir planifier toutes les expérimentations qui seront réalisées cette année avant le mois de juillet. L'archipel des Tuamotu est situé à 1h30 d'avion de Tahiti. Le berceau de l'huître perlière, la fragile Pinctada margaritifera, se trouve principalement ici, dans cet archipel vaste de 6000 hectares. Les atolls qui le composent sont formés d'une couronne de corail née de volcans éteints depuis des millions d'années.
Pour rejoindre les fermes d'Arautua et d'Apataki, les deux principales productions perlières de l'atoll, Shin poursuit son voyage en bateau. Le lagon offre, vue du ciel, une palette de couleurs intenses, l'écrin parfait pour la perle divine. La légende dit que la lune a inondé l'océan de ses fabuleux rayons pour imprégner les huîtres d'une rosée bénie des dieux. Les nombreuses fermes perlières des Tuamotu produisent 80% des perles de Tahiti. Bercées par des courants d'eau limpide, les lignes émergeant de l'étendue turquoise témoignent de l'importance de l'activité locale. Le chercheur débute son investigation dans une ferme perlière située à Arautua. Oui, là, c'est très lustré, très coloré, avec même parfois plusieurs couleurs hein, sur une même perle. Bon, ça, c'est plutôt peacock. Et après, tu as toutes les nuances de rosé, plus ou moins foncé. Aujourd'hui, ce que nous offre la nature, c'est cette diversité de couleurs. La palette est là. Ça, c'est le marché actuel. Ça, ce sont les espèces concurrentes. Et ça, c'est ce qui pourrait être développé en Polynésie à partir de notre espèce. Voilà, et ça, au fil des générations de sélection, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment possible. Forme, taille, couleur, lustre. Pour arriver au résultat le plus parfait, Shin n'hésite d'ailleurs pas à étudier toutes les mutations possibles de la perle, de la plus réussie à la plus déclassée. Et ça, quand c'est super cerclé comme ça, t'en fais quelque chose ou pas? T'en fais rien. Bah voilà, c'est ça m'intéresse aussi. Et plus c'est grave, plus la surface est atteinte par ça, et mieux c'est. Parce que parfois, pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'une perle est belle, il faut aussi comprendre pourquoi elle ne l'est pas. Ça devait certainement être deux perles de qualité. Il y en a une qui a pris le mauvais tournant, et l'autre dont la qualité est maintenue. Alors là, clairement, c'est des perles qui ne seront pas commercialisables parce qu'elles cumulent à la fois un cerclage très intense, dont les anneaux sont vraiment très très resserrés, et en plus de ça, elle est extrêmement piquée et sans couleur. Donc ça, clairement, c'est une opération blanche, quoi. Pour mieux comprendre le processus, la seule solution reste le prélèvement du manteau du mollusque et son observation en laboratoire. Après, tu viens me couper là, ici. Et moi, ce que je vais faire avec, c'est que je vais le regarder, sa structure en microscopie, pour voir qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de sillons. Et toute la poche perlière, je vais extraire l'ADN pour regarder pourquoi les gènes ont minéralisé comme ça des crevasses dedans. Je te mettrai 10 tubes de chaque, il y aura déjà la solution dedans. Par contre, quand tu ouvres le tube, après tu fermes et tu mets au frigo. Ou alors, il y a ça qui m'intéresse. Et il y a aussi, si tu sors et que tu vois que c'est... il y a ces gens, il y a 50 piqûres et que tu vas rien en faire, ça aussi, tu me le remets dedans.
Et tu coupes pareil et tu écris sur le tube piqué. Et moi, 10-10, ça me suffit. Shin rejoint ensuite la seconde ferme partenaire d'Apataki. Ces expérimentations sont d'autant plus attendues que l'activité perlicole fait vivre dans cet atoll des milliers de personnes. Dans cette ferme, pendant la saison de greffe, pas moins de 30 employés travaillent 7 jours sur 7 à la chaîne pour produire les 35 000 perles annuelles qui seront ensuite revendues sur le marché international. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ouvrir 2 ou 3 de chaque. Je vais regarder dedans. Ouais. Deux de chaque. Ouais. Fort de sa maîtrise en génétique, Shin aide les greffeurs à mieux repérer les bonnes huîtres donneuses capables d'apporter des couleurs irisées aux perles. Si j'avais à choisir une donneuse, voilà, la seule que je prendrais, ce serait celle-là. Tout le reste, je ne prendrais pas. Ça, non. Non, voilà, tout ça, c'est gris. Tout ça, c'est gris. Ça, tu feras pas des perles forcément lustrées avec. Là, c'est quasiment, toute la bande qui est là, c'est quasiment gris. Là, tu vas sortir des perles grises. Là, des trucs comme ça, tu ne sortiras pas de peacock avec ça. Ça, c'est sûr. Là, oui, le peacock, tu le vois, il est déjà là, tu vois. Shin m'a amené beaucoup au niveau des techniques de travail, surtout au niveau de la salle de greffage. Les greffons, tout ça, avant, on ne faisait pas attention trop les greffons que les Chinois, les greffeurs font, quoi. Puis depuis Shin est arrivé, maintenant on est assidu à bien trier nos greffons. Son attention se porte ensuite sur les jeunes huîtres qu'il a déposées ici il y a 6 mois. Ouais, c'est très très dense. Sur 10 cm, on a au moins, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a, je sais pas, 40, 50. Le semage a particulièrement bien fonctionné. Shin poursuit son observation sur des huîtres plus matures. Une bonne année après, on arrive à des résultats qui sont vraiment extraordinaires. Une telle densité sur la longueur d'un collecteur, je veux dire, c'est ce qu'on trouvait il y a 20 ans dans nos lagons. Ces animaux-là sont quand même différents de ceux qui sont collectés naturellement, tout simplement parce que les parents qui ont servi à les produire, on les a choisis. Voilà. Ce n'est pas Dame Nature qui les a choisis, c'est nous, c'est l'homme qui les a choisis. On les a choisis sur des critères de croissance, sur des critères morphologiques, sur des critères d'intensité de coloration de la coquille, en lien avec la couleur des perles de culture. Et clairement, ces enfants-là, issus de ces croisements-là, sont des animaux qui sont améliorés pour la production. Voilà, après 10 années d'efforts de recherche, les premières huîtres perlières d'éprouvettes produites en masse vont venir prochainement sur le marché. Tout l'avenir de la filière repose sur ce collier. En Polynésie, plus de 500 perliculteurs pourront dans le futur bénéficier des retombées expérimentales de l'Ifremer. En améliorant la qualité des prochaines perles, le chercheur aidera sans aucun doute à en augmenter la valeur marchande et la beauté,
déjà mondialement reconnue. Miracle de la nature, présent des dieux, les perles sont tellement mystérieuses qu'elles ont inspiré en Polynésie française de nombreuses légendes. Cultivée par l'homme depuis peu, elle reste la plus fascinante et la plus convoitée des gemmes. Parvenus au terme de notre voyage, nous comprenons qu'il s'est transformé en épopée humaine. Dans ce récit, les perles sont le berceau culturel d'un peuple amoureux de son pays, soucieux de la transmission de ses traditions et gardien d'un patrimoine fragile qu'il s'agit de préserver.